Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous revenons pour une seconde saison en compagnie de Jay, plus connue sous le nom de Jay Hassani sur Instagram, et d'ailleurs je suppose Twitter et Facebook. Une femme aux multiples talents qui nous rejoint pour parler de son activisme dans le milieu, dans la sphère plutôt décoloniale martiniquaise. La sphère décoloniale martiniquaise, pardon, ça commence bien. Alors ça va, Jay ? Oui, ça va. Merci encore de m'avoir invitée pour ce podcast. C'est un grand plaisir, on est de grandes fans. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et les personnes qui te connaissent, mais si tu pouvais nous faire une petite introduction de ta personne, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Lydie, jeune martiniquaise, 28 ans. Je suis aussi créatrice de bijoux et je suis connue du coup pour mon militantisme. Et donc, on a décidé avec un groupe d'amis de lancer des actions coup de poing par rapport à l'empoisonnement ici en Martinique, par rapport au chlordécone, en Guadeloupe aussi. Et le chlordécone, c'était quelque chose qui avait un peu en bruit de fond. On entendait parler, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et je pense qu'on s'est rendu compte de la gravité de la situation quand il y a eu un ancien élu qui a admis que les gens savaient que l'eau du robinet en fait était empoisonnée, peut-être que même jusqu'à aujourd'hui, et que les autorités le savaient, et que tout le monde le savait, et que personne n'a rien dit. Ça a provoqué quelque chose chez pas mal de personnes, notamment les jeunes, en fait, surtout nous qui étaient en mode what the fuck, en fait, comment c'est possible que quelque chose comme ça se fasse chez nous, en fait. On a décidé de s'en prendre aux personnes qui, pour nous, sont responsables ou qui ont bénéficié, en tout cas, de l'empoisonnement, donc la famille Ayotte. Donc, chaque week-end, on fermait un établissement de cette personne-là. Et voilà comment, en fait, le buzz, entre guillemets, a commencé. Ok, alors tu as un peu répondu à notre première question, mais on voulait savoir, du coup, pourquoi cette envie de te lancer dans l'activisme de toi et ce groupe dont tu parles. Tu as un peu répondu à la question, mais n'hésite pas à approfondir. Et puis, depuis quand ces actions coup de poing ont débuté, en fait ? Pour pas mal d'entre nous, on s'est toujours inscrit dans une pensée décoloniale, en fait. Et avant ces actions-là, on a mené un combat pour que le drapeau au 4 serpents, le drapeau colonialiste, en fait, disparaisse de nos espaces, de nos institutions, et parce qu'en fait, pour nous, en tant que jeunes martiniquais, on peut que constater qu'on nous considère encore comme des esclaves, et on ne peut que s'inscrire dans une démarche de marronnage, comme on dit, de décolonialité, parce qu'on ne peut pas accepter cette situation-là, en fait. Et donc forcément, les personnes qui, elles, représentent le colonialisme, donc les béquets, les descendants de l'esclavagisme, on a toujours eu un problème avec eux. En fait, leur simple présence sur le territoire est problématique, puisqu'ailleurs, dans le pays, en fait, ils ont réglé cette question-là d'une façon comme une autre. Et ouais, l'État français, on bassine depuis petit qu'on est français, c'est un sentiment qu'on n'a jamais eu en grandissant en Martinique. Voilà, on s'inscrit on essaie vraiment d'imaginer ce que ça pourrait être de vivre en dehors de ce système-là, et on essaie d'aligner nos vies, nos choix de vie en fonction de ça. Donc, parce que voilà, pour nous, on est dans un marronnage, parce qu'on ne veut pas être dans cette plantation. Donc, ça semblait totalement logique qu'on s'en prenne aux personnes qui nous ont empoisonnés, en fait, surtout que ce sont les mêmes personnes, au final, qui fouettaient nos ancêtres. Ouais. Ce sont les mêmes familles, et donc le combat contre eux, en fait, il était totalement inévitable. Mais en fait, au départ, c'était vraiment une démarche anticolonialiste, vraiment le colonialisme dans sa globalité. Et moi, du coup, j'avais une petite interrogation, parce que j'ai été agréablement surprise par c'est pas nécessairement une facilité, mais à quel point vous n'hésitez pas à donner des noms et à nommer les choses, parler de colonialisme et d'esclavage et d'esclavagisme, etc. Parce que c'est vrai que, en tout cas, je vais parler pour la Guadeloupe, mais il y a souvent dans les familles cette facilité à ne pas nommer les choses, ne pas dire... Très tabouisé, complexé autour du nom de l'esclavage. On va dire les noms pour pas être... En fait, bon, voilà. On va dire les mots, mais pas vraiment. Et donc, comment vous avez eu cette facilité à juste... Est-ce que c'était inné pour vous de vraiment dénoncer les choses et dire les noms et les noms de famille et parler de ces choses-là ?
pas juste dans vos cercles, quoi, parce que encore avec Mélissa et moi, dans des cercles comme entre amis, ça peut être simple, mais après sortir et puis dire ces choses-là en grand, je dirais, comment ça... Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, Mélissa Martinique. Je pense une première parce que on a toujours été très proche du coup des anciens, des personnes qui ont mené des luttes avant nous, et de toutes les associations ou les collectifs ici qui, pareil, s'inscrivent dans la même démarche. Mais quand justement, je peux pas vous dire en fait ce qui nous a pris de dénoncer les choses aussi ouvertement, mais même au sein même du militantisme la martiniquais, ça a posé problème parce qu'on nous a demandé, non, ne les nommez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne les injuriez pas. Enfin, même eux étaient réticents, donc c'est vraiment, comme je dis, quelque chose d'inédit et on peut pas faire un semblant. C'est super difficile pour nous. Et surtout quand on est sur le terrain, les choses vont sortir, les choses vont se faire comme ça doit se faire en fait. Et on est surtout, on exprime les choses comme on les ressent en fait. On ne fait pas semblant, donc on sait qui sont les responsables. Je vois pas pourquoi on les nommerait pas. Et justement, tu as parlé tout à l'heure de la conciliation entre la vie militante et ta vie personnelle. Justement, étant donné que tu es devenue malgré toi, et même, en fait, finalement, je me rends compte que lorsque je regarde qu'est-ce qui se passe dans le mouvement décolonial, ou en tout cas pour le mouvement pour la reconnaissance du chlordécone comme étant un crime contre la population. Et en fait, je me suis rendu compte comment ça peut vous affecter, puisque vous vivez en Martinique, vous vivez dans une société qui est quand même contrôlée tout de même par les béquets, qui demeure en fait sous la poigne béquet. Enfin, tout ce qui rentre en Martinique est surveillé par les béquets, tout ce qui en sort également. Comment tu fais, est-ce que pour être dans la rue, est-ce que tu as déjà reçu des insultes du fait de ton engagement? Comment en fait tu arrives à concilier tout ça en fait? Alors, il y a deux choses. Il y a beaucoup le hate, comme j'ai dit, les personnes haters, les haineux, là. Ça n'existe que sur les réseaux, en fait, qu'en virtuel, parce que devant moi, j'ai jamais eu de personnes haineuses. Mais forcément, il y a beaucoup de personnes qui savent, en fait. Et puis, c'est vraiment mal que beaucoup de Martiniquais ressentent. Donc, il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont nous féliciter, qui vont nous donner la force. Et puis, il y en a forcément qui sont pieds et poings liés avec les béquets. Et super tôt, en fait, quand on a commencé, le tout premier boycott qu'on a fait devant Carrefour, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour pas que les gens... Voilà. Mais on avait des opportunités professionnelles, moi et d'autres personnes du groupe. Et après le tout premier boycott, donc je pense que le lendemain, après le journal et tout, on nous a vus, surtout que c'était assez explosif et tout, on nous a appelés pour nous dire non, on va pas travailler avec vous en fait. Et c'était des personnes qui justement travaillent avec les béquilles et on l'a su parce qu'elles n'ont pas voulu travailler avec nous. On s'y attendait, peut-être pas aussi rapidement parce que ça a été vraiment le lendemain ou alors le surlendemain. On s'attendait à ça parce que sinon ça voudrait dire que le système complet n'existe pas en fait. Donc on s'y attendait, mais après on s'y prépare en fait. On est tous dans une démarche entrepreneuriale justement pour ne pas avoir à travailler pour ces gens-là. On essaye de ne pas s'entourer justement de personnes qui... Après il y a des personnes qui travaillent pour les béquets mais qui ne vont pas forcément reverser leur argent chez les béquets. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais il y a des personnes après qui sont vraiment, je cherche un mot gentil. Oui, qui sont vraiment main dans la main avec les béquets. Et ça, au final, s'il y en avait autour de moi, ça a fait un tri. Le fait que je mène cette lutte-là, ça a vraiment fait le tri parce qu'elles ne sont plus là. Et tant mieux. Oui, parce qu'en fait, tu t'es dédiée, je veux dire, la lutte décoloniale, on sait qu'elle date pas d'aujourd'hui, on sait qu'elle prendra encore du temps. Donc, c'est une dévotion même que tu te donnes en fait à la Martinique. Et dans cette dévotion, qu'est-ce que tu espères en fait mettons, tu as 28 ans, qu'est-ce que tu espères dans une dizaine d'années? Qu'est-ce que tu espères en fait de ce mouvement? Quelles sont les attentes en fait? Et quelles sont les solutions que vous avez? Parce que tu parles Oh, c'est difficile. Ah, ok, c'est la fin de ma journée. Je rentrais du travail, c'est pour ça. Entrepreneuriat, je l'ai eu. Et t'en parles beaucoup, donc c'est vrai que c'est aussi un privilège que certains n'ont pas. Et je trouve ça juste de vraiment mettre en avant le fait que c'est pas de l'opportunité de tout le monde de pouvoir mettre en place une société ou même d'avoir en fait les contacts
qui seront écoutées. Mais c'est vrai que on a souvent tendance, quand on parle d'indépendance, les gens, et les anciens surtout, nous disent « mais où sera la Guadeloupe? Où sera la Martinique ?» On va tous partir, on va tous vouloir aller en France, et qui ceci, et qui cela, la Martinique va couler, la Guadeloupe va couler sans la France. Qu'est-ce qu'en fait, toi, t'arrives à te dire pour... Enfin, on sait toutes les trois que ce n'est pas vrai, hein. La Martinique et la Guadeloupe sont remplies de richesses. Elles peuvent être complètement indépendantes financièrement et alimentairement, il n'y a aucun problème. Mettons en place les énergies renouvelables, les énergies, l'économie circulaire et tout ira bien. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de remarques, en fait, parce que je suis sûre que tu en as dû entendre pas mal à ce sujet. 10 ans, je ne sais pas exactement où on sera dans 10 ans, où je veux qu'on soit, mais ce que je veux là, tout de suite, là, c'est qu'on se mette au travail, en fait. Et parce qu'on a trop souvent eu le discours de « on n'est pas prêt », le discours de « oui, mais qu'est-ce qu'on va faire sans la France ?» Comme tu dis, on n'a plus le temps de parler, en fait. Là, on est littéralement en situation d'urgence, parce que il y a l'empoisonnement, en fait, on est en train de nous tuer. Et j'ai même pas envie de discuter, en fait, de débattre sur est-ce qu'il faut se mettre au travail, ou est-ce qu'il faut, en fait, il faut juste qu'on commence vraiment à se mettre dans une logique où, voilà, on occupe un espace qu'on occupe, il faut qu'on mange ce qui pousse dans cet espace-là, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut vraiment être en harmonie avec l'espace qu'on occupe et arrêter d'être dans la logique de produits importés, de tout ce qu'on fait importer, de tout ce qu'on produit. Non, en fait, ce qu'on veut vraiment, ce que je veux, ce que j'essaye. Quand tu me poses la question dans 10 ans, en fait, ou bien dans 20 ans, dans 30 ans, ce que je veux, c'est quelque chose que je veux moi-même pour mes enfants, en fait. Je me dis, j'essaie d'observer mon parcours, où est-ce qu'on m'a mis des barrières. J'essaie de soulever ces barrières-là pour que mes enfants n'aient pas à mener les luttes que moi je mène, en fait, pour que, voilà, les choses soient plus simples. Et c'est dans cette logique-là que je m'inscris, je veux qu'on soit plus dans cette société qui nous oppresse, en fait, qu'on essaye pas de se faire une place. Parce que c'est vrai que souvent aussi l'erreur de nos anciens, d'essayer de se faire une place dans Babylone, en fait, qui nous oppresse, alors que non, en fait, c'est pas l'objectif. Nous, on est vraiment dans ce bord-là. On ne sait pas comment on va faire, mais on va construire quelque chose en dehors de ça, parce que de toute façon, rien de bon, en fait. On peut faire le bilan depuis je ne sais pas combien d'années, il n'y a rien de bon qui est proposé pour le peuple noir, enfin, entre guillemets, dans sa globalité, dans cette société. Donc, s'inscrire dans des logiques de construction, de construire une société, mais vraiment en dehors de ce système-là, en fait. Et que chacun observe en fait ce qu'il est capable de faire. Ça peut être des artistes ou des enseignants ou je sais pas en fait, et qu'ils l'inscrivent dans une logique qui est en dehors de cette société-là. Tout simplement. Et on verra, on pourra faire un bilan dans 10 ans, dans 20 ans, mais je sais pas. J'ai pas la vision, je pourrais pas dire que voilà, on sera là à tel niveau, mais il faut au moins dans les 10 ans, je sais pas qu'on soit un peu plus autonome, au moins alimentairement parlant, ça serait déjà un bon début pour moi. C'est vraiment la base, parce que voilà, si on peut manger, s'alimenter nous-mêmes, bien sûr, vraiment tout faire, mais vraiment s'inscrire dans ces logiques-là, vraiment, pas par nous-mêmes, pour nous-mêmes. La France, c'est bon, on a fait le bilan. Moi, je trouve ça super intéressant parce que même quand je discute, en fait, je vois même la différence avec ma mère. Donc, ma mère qui est née dans les années, dans les années 60, qui est plus dans le... Parce que moi, j'ai l'impression que nous, aux Antilles, c'est vraiment... La prison est très mentale, en fait. Plutôt que physique, entre guillemets. Et même dans mes discussions avec elle, va falloir que quand je lui montre en fait mon côté très activiste et très libéré, la Guadeloupe, foutez-nous la paix, on est empoisonné, et que je dis les mots, que je parle de colons, que je parle de post-esclavagisme et de post-colonialisme et de etc. et de colorisme et de machin, là elle va dire ah oui, t'as raison, mais ça va d'abord commencer par un très grand moment où elle veut pas me rassurer, mais s'assurer que je vais bien, ou pas que j'exagère trop, ou essayer en fait presque d'excuser tous ces systèmes qui nous oppressent. Mais quand vraiment je pose les mots, elle va être d'accord avec moi. Alors j'ai l'impression que moi, et comme tu dis, Jay, des fois moi aussi j'ai juste plus envie d'expliquer, et des fois c'est là où ça peut peut-être clasher parce que j'ai la flemme de t'expliquer, de devoir t'apporter des preuves du système, parce que juste c'est là, quoi. Et j'ai juste envie de tout brûler. Mais après, mon truc, c'est OK, mais si je brûle tout, j'ai pas non plus envie de me mettre ma population à dos, puisque tu vois ce que je veux dire, genre, c'est
c'est un peu cette tension de mais je brûle aussi pour vous, mais il faut que vous compreniez, mais j'ai pas envie d'expliquer. Et donc c'est tout, ouais, c'est tout un système dans ma tête. Mais je voulais te poser la question, du coup, toi, en tant que femme dans ce mouvement activiste qui est dans une société patriarcale, etc., où est-ce que tu puises ta force et ton inspiration pour continuer, quoi, malgré tout? Je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, c'est vrai que même sur la question du patriarcat, sur la question du féminisme, en fait, c'est des choses qui sont pour moi assez nouvelles, et parce que ça fait très peu de temps que je me documente en fait dessus. Pour moi, le racisme, ça a toujours été quelque chose d'évident parce que depuis toute petite, en fait, je me suis toujours documentée dessus. Mais je me rends compte en fait que Babylone, sur les questions de sexisme, c'est beaucoup plus fourbe, malgré le fait que le racisme, c'est déjà très très fourbe. Et je prends du temps, parce que je suis encore en fait dans cette démarche-là, je prends du temps pour me rendre compte de certaines choses. Mais en s'inscrivant dans ce mouvement-là, qu'on a commencé, ça va faire 1 an, parce qu'on est en octobre là, il y a quand même des choses sur lesquelles on voulait mettre un point d'honneur, en fait. Sachant que c'est un mouvement qui était porté par les femmes, c'était les femmes qui étaient en avant, donc le respect des femmes. Et c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu de mon côté, du côté d'autres femmes aussi, des choses qui nous ont freinés, parce que parmi toutes les personnes qui viennent manifester, en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que, comme j'ai dit, sur la question du sexisme, Babylone est beaucoup plus fourbe. Donc, il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour beaucoup de personnes. Et pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont là en train de prendre du fer, quoi. Donc, ce qui m'a permis de tenir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que plus le temps avance et plus moi j'ouvre les yeux sur ces choses-là, sur le patriarcat. Et ça a été vraiment compliqué pour moi et d'autres femmes de tenir, justement, à cause de ces questions-là. Et on va en parler bientôt. On essaye même de trouver comment en parler, parce que c'est assez délicat, parce qu'on ne peut pas se mettre des gens à dos, parce que ceci, cela. Mais on ressent des choses, en fait, qu'on a absolument besoin d'exprimer, et on ne peut pas nous censurer. Ouais. Donc, je ne sais pas. Pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qui m'a fait tenir pendant beaucoup de temps. Mais ces derniers mois, c'était chaud. Vraiment. C'était vraiment chaud pour moi. Et d'autres sœurs aussi du mouvement, c'était vraiment chaud. Est-ce que c'était par rapport au fait que être une femme dans un mouvement qui est... parce qu'en fait, on en parlait avec Mélissa un peu avant, mais entre guillemets, faire la révolution, c'est une affaire d'hommes, et c'est quelque chose qu'on a très malheureusement dans l'histoire, en fait, genrée. Et est-ce que c'est parce que c'est se rendre, quand tu t'es lancée, quand toi et les autres femmes vous êtes lancées dans ce mouvement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez les premières à être oubliées dans les revendications et dans les préoccupations, ou est-ce que c'est d'autres problèmes des gens qui comprenaient pas que la condition de femme apportait une autre dimension, en fait, au combat, qui est pas, voilà, et qu'il faut prendre ça en compte si on veut vraiment avancer tous ensemble d'un pas. Oui, c'est surtout qu'on est, comme je l'ai dit, en fait, on s'inscrit dans une démarche de marronnage, donc il n'est pas du tout question de prendre ce qui appartient aux colons pour le ramener dans nos espaces de marronnage, en fait. Et on a eu le sentiment trop souvent que c'est ce qui se faisait. Et en fait, nos revendications sont entendues tant qu'elles vont dans le sens de tout le monde. On est content qu'on parle fort et qu'on crie, machin, voilà. Mais une fois qu'on veut parler de nos expériences personnelles en tant que femme noire en Martinique, non, en fait, c'est pas un sujet pour beaucoup de personnes. Non, mais de quoi tu parles? On va parler de ça après. Ou alors, non, c'est pas le moment. Ou alors, non, du tout pas, en fait. Non. Ça a forcément créé des scissions, des mésententes et tout. Mais après, moi, je pense que c'est totalement nécessaire. Je pense qu'il y a une espèce de spectre de la division qui plane là, c'est sur tous les noirs du monde. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur lesquels on ne s'entend pas, on parle de division. Mais en fait, c'est pas grave, parce que je pense pas que partout sur Terre, les noirs étaient d'accord sur les mêmes choses. Donc, il faut savoir accepter ça, en fait, même si c'est difficile, même si voilà, on s'est battu l'un à côté de l'autre. Voilà, après, finalement, on n'est pas d'accord. Il faut accepter ça et continuer, en fait. Ceux qui s'inscrivent dans
dans la même logique, en fait. On mènera le combat qui aura mené, et puis ceux qui... Et souvent, en fait, les gens nous disent que c'est pas un sujet à traiter parce qu'on traite déjà, par exemple, du chlordécone. Donc, on pourrait très bien faire les deux. En fait, je vois pas ce qui nous empêche de dénoncer les béquets et ce qui les hommes qui est parfois problématique. Enfin, pourquoi on peut pas faire les deux? Il y a pas, en fait, ils veulent pas parler de ça. Et c'est pas grave. On va en parler quand même. En fait, il y a un manque de vouloir complexifier la discussion, mais c'est seulement parce qu'ils se sentent inconfortables, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être d'accord de parler du chlordécone et de l'économie en même temps, du chlordécone et par exemple, nous, dans notre cas, je sais pas en Martinique, mais en tout cas, les chlordécones et les sargasses et comment ça s'entrecroise, le chlordécone et ci et ça. Mais après, quand on va rajouter la question de la femme, tout d'un coup, c'est « Oh non, ah non, par contre là, c'est trop compliqué, c'est machin. » Et moi, j'ai du mal avec cette simplicité d'esprit, en fait. C'est simplement parce que là, tout d'un coup, je te mets dans une position où tu te sens inconfortable, et là, d'un coup, tu peux plus ouvrir ton esprit, alors que tu peux le faire quand on a une conversation qui est centrée, enfin qui te met au centre. Quand on se bat pour toi, quand on se bat avec toi, il n'y a aucun souci, mais quand je te demande de juste t'asseoir et m'écouter, tout d'un coup, t'as un problème et ça te fatigue, ça t'énerve. Et moi, j'ai vraiment un problème ici avec cette simplicité de... C'est le manque d'intersectionnalité en fait, dans les combats, mais ce qui est en fait absurde, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas ouvrir un débat pour une société en fait qui ne s'est jamais battue pour eux, qui ne les a jamais acceptés, qui n'a jamais voulu d'eux, et continue de les tirer vers le bas en fait. Le féminisme, en tout cas le féminisme décolonial, ce qu'on revendique, c'est pas juste pour les femmes en fait, c'est détruire tous les stéréotypes, tout en fait les constructions sociales qui empiètent sur la vie des femmes, mais pas que sur la vie des femmes, puisque c'est la construction même de toute la société. On ne nous permet pas décolonialiser le corps des femmes. En fait, on ne pourra jamais décoloniser le territoire, et ça va forcément de pair, et c'est souvent le discours qu'on a des personnes qui disent le féminisme est contre ou va à l'encontre d'eux. Je suis tout à fait d'accord, le féminisme des européennes blanches ne m'intéresse pas, ou du moins j'irai jamais à l'encontre, mais elle ne parle pas pour moi. Lorsqu'on est sur le féminisme décolonial, on parle finalement d'une réalité de en fait plus de la moitié de la population, faut quand même le dire. Statistiquement on est plus nombreuses en plus, et que si on continue d'être colonisé, si nos corps continuent d'être colonisés, on enfante en fait des colonisés. Je veux dire, on continue d'éduquer des colonisés. Et tant que ce corps-là n'est pas décolonisé, le territoire, la pensée, le mental ne pourra jamais sortir de cette prison. Et je trouve ça triste, surtout triste quand on voit que vous avez porté ce mouvement, vous avez en fait mené des revendications, qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui ait l'audace, véritablement l'audace, de vous dire ça ne m'intéresse pas, ou ce n'est pas le sujet, ou il y a plus important. Quand en fait tout est tellement connecté, parce que c'est pas juste le chlordécone que vous remettez en question, c'est comment en fait des individus, des béquets, réussissent en fait à nous empoisonner de façon non cachée. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait, et je trouve ça triste, parce que on est toujours présent sur les batailles, sur les milieux de bataille, et on veut toujours, malgré tout, nous interdire des interdictions, alors quand bien même on est à la source de ces revendications. Et est-ce que tu vois dans ça, Jay, une tentative de se réapproprier le mouvement? Parce qu'en fait, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que tu as des femmes qui commencent un mouvement sous mettons, anti-colonial, donc décolonial. Après, tu as un groupe d'hommes qui disent « Ok, ça c'est sympa, j'aime bien, je viens avec vous, je me bats avec vous. » Après, tu as les femmes originaires du mouvement qui disent, à l'origine de ce mouvement, pardon, qui disent « Ok, cool, mais aussi, je suis une femme et fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. » Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où les hommes disent « Non, on ne veut pas faire ça », il y a comme une tentative de voler le mouvement presque, et de dire ok, maintenant on va faire ça selon nos codes, selon ce qu'on veut.
C'est comme si c'était déjà écrit, en fait. C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est l'histoire, mais je pense que c'est l'histoire de tous les mouvements, de tous les mouvements. La révolution la révolution se doit être masculine, sinon elle ne rentre pas dans l'histoire. C'est toujours comme ça et qu'en plus, comme on disait avec Solène, qu'on ait une seule enfin une seule. Certainement pas, mais on ne la trouve pas dans les livres d'histoire, ou en tout cas elle n'est pas inculquée. Mais de voir que la seule figure qu'on ait, c'est la mulâtresse Solitude, qui pour nous, avec Solène, pose problème dans le sens où sa représentation physique, en fait, il y a un mythe venant d'un homme blanc qui a certes adopté la Guadeloupe, mais qui en fait l'a visualisé comme il visualisait la beauté des Chabines dans les années, je sais pas combien. Vraiment dommage de voir qu'un mouvement que vous nous avez mis en place, en fait, commence à être partiellement volé. Je sais même pas comment vous arrivez à vous à continuer, quoi, parce que des fois t'as juste un burn-out activiste, un militant, et t'as juste envie de dire mais franchement les gars, prenez-le, on va refaire un autre truc, mais vous nous faites chier en fait. J'ai jamais eu le sentiment vraiment que c'était quelque chose qui m'appartenait, donc j'ai pas vraiment eu de difficulté à lâcher prise, mais c'est vrai que ça laisse vraiment un goût amer parce qu'on se donne vraiment, en fait. Il y a moi, il y a eu d'autres personnes qui se sont vraiment données, corps et âme. Et quand on regarde, en fait, comment, au final, quand tu as besoin de t'exprimer sur quelque chose, on ne t'écoute pas, ça laisse vraiment un goût amer. Et tu te dis que tu peux pas continuer de te battre avec des gens qui te considèrent pas, en fait. Comme j'ai dit, la suite, c'est de s'organiser avec des personnes qui, elles, ont compris que c'est une décolonisation globale. C'est pas juste une question de racisme. On fera ce qu'il y a à faire, même si c'est dur. C'est dur. Quand tu fais face à des obstacles aussi, parce que là du coup c'est par ta communauté quoi. Enfin encore moi j'en suis arrivée à un point où quand les gens qui font pas partie de ma communauté, donc qui font pas partie de la communauté noire au sens large, me font des coups de chien, voilà quoi. Tu fais ta vie, je m'en tape. Rien que feront les béquets ou les blancs ne va m'atteindre ou quoi que ce soit parce que bon, je sais ou j'ai compris. Je comprends plus de choses sur toi que toi-même. Je ne peux plus me blesser. Mais par contre, quand ça vient de ma propre communauté, c'est genre en fait, quand je dis ma communauté, je parle des hommes noirs. Hein. Je suis genre vraiment toi après tout ce que je viens de faire, après tout ce que je viens de dire, après tout ce que je viens d'écrire, genre toi. Et après, c'est cette tension de genre, j'ai envie de te dire d'aller te faire voir et de te mettre dans le même pot que les personnes blanches et les béquets et les colons, etc. Mais d'un côté, après, du coup, est-ce que je peux dire que je me bats pour ma communauté si je veux t'exclure? Mais la manière dont tu me blesses, dont tu me fais du mal, c'est quelque chose qui, je pense, est difficile en tout cas, moi, j'ai du mal à me réconcilier. Et il y a c'est pas une activiste, en tout cas, c'est une africaine-américaine, Kimberly Foster, et pendant les émeutes là aux États-Unis, elle a dit que, je m'excuse, mais moi, je marche plus pour les hommes noirs. C'est plus quelque chose que je veux faire. Et au début, j'étais genre, ok, bon, genre, je vois, mais en même temps, pas trop. Mais honnêtement, moi, je suis sur la limite de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai toujours envie de me battre quand il y a personne quand je suis même pas sûre que quelqu'un va se battre pour moi, en fait. Si demain il m'arrive quelque chose, qui va se battre pour moi? En fait, qui va faire autant de bruit qui me décourage? Ouais, qui va faire pour moi ce que moi je suis en train de faire là? Exactement. En plus, je peux bien comprendre comment, sans que tu le veuilles nécessairement, on t'a glorifié, on a dit « Oh, Jay Hassani ci, Jay Hassani ça », mais après, quand toi, tu as voulu exprimer ta propre perspective, comment on t'a foutu des claques, quoi. Et c'est difficile à réconcilier. Et le truc, c'est qu'après, quand tu réagis à ça et que tu dis « Allez tous vous faire voir, je me casse », t'es quand même la mauvaise personne, quoi. T'es la personne qui a abandonné alors que t'as priorisé tout le monde avant toi. Enfin bon, c'est toute une... La personne qui s'oppose de combat, qui adopte un combat de femme blanche et qui abandonne son peuple. Attends, t'as dit ça?
Oui, en gros, mais tellement de choses. Tellement de choses. Mais à chaque fois que tu veux parler de ta condition de femme, on te dit oui, mais c'est le combat des femmes blanches. Alors que je n'ai pas grandi avec des femmes blanches. J'ai vécu à Paris 5 ans. Après, je suis rentrée chez moi et j'ai pas été entourée de femmes blanches. En fait, je ne comprends pas comment mon expérience peut être celle d'une femme blanche. Je trouve que c'est difficile. Mais c'est, en même temps, c'est comme si ça me lançait un défi. C'est comme si moi, mes ancêtres me lançaient un défi, du coup, parce que je me rends compte que le combat est beaucoup plus grand et beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et j'ai l'impression d'avoir une responsabilité pour les générations à venir parce que sur ces questions-là, justement, quand j'ai posé des questions, quand j'ai essayé, en fait, de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, sur le militantisme martiniquais, il n'y a rien. Il n'y a rien sur la question de patriarcat, sur la question de sexisme. On parle tout le temps de décolonisation, mais on ne parle pas de ça. Donc, pour moi, on est obligé, en fait, d'en parler, même si les gens ne veulent pas, même si les gens ils vont se fâcher. Ce qui arrive là, la suite, c'est qu'on va en parler, en fait. On est obligé. Mais je pense que, en tout cas, dans ce qui revient très souvent, c'est que la communauté de femmes avec qui tu as commencé ton aventure est toujours présente. Genre, ce sont des femmes qui vivent ces choses ou qui comprennent ce que tu vives, ou ensemble, vous arrivez en fait à poser en fait les problèmes, à vouloir y trouver des solutions. Et c'est celle que je vois. Je te vois toujours bien entourée. Après, il faut que je regarde. Pas tout, parce qu'en fait, c'est ce qui est déchirant, en fait, parfois. Ok. Pas tout, c'est non. Ouais, ça va pas commencer les cantons, mais. Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Là, je vous parle après comme quelques mois de. Voilà, ça s'est fait, mais c'était vraiment assez intense, c'était vraiment difficile émotionnellement de traverser tout ça. On va bosser, on va continuer. Mais quand tu dis pas tout, ça veut dire qu'il y a eu des divergences d'opinion dans la communauté de femmes par rapport à la question de la condition de femme dans l'activisme. C'est ça, ok. Intéressant. Donc ce qui fait encore plus mal. Intéressant, mais en même temps pas surprenant, parce que on en avait parlé dans un épisode. Le mot féminisme ici est associé à la blanchité, à être blanc en fait, c'est un truc de blanc, et même l'Union des femmes guadeloupéennes, qui sont des femmes guadeloupéennes, et si on te donne une liste de ce qu'elles font et de ce qu'elles pensent, tu peux très facilement dire qu'elles sont féministes, mais ce sont des femmes qui vont rejeter en fait le terme féministe, parce qu'elles disent que c'est une affaire de blancs ou de colons, c'est une affaire de colonisés. Et je pense que c'est ça qui est déchirant, mais ça empêche, selon moi, qu'on aille plus loin dans le débat, parce que ça nous force à taire une partie de notre identité, quoi. Si on veut pas accepter le mot féminisme, si on veut pas accepter le fait que notre condition de femme est pas juste femme en fait, femme antillaise, femme femme antillaise qui habite de couleur noire, enfin tout le spectrum qu'on a de couleurs là, ça nous fait nous taire en fait, et ça nous le silence, et ça nous empêche d'avancer. Donc j'imagine que ça peut faire très mal d'avoir des propres femmes en fait te dire de te taire sur quelque chose qui est ton essence en fait. Genre, si je te parle de qui je suis et de mes problèmes, je vois pas pourquoi tu me dis que c'est pas vrai, mais j'avoue que je peux très bien l'imaginer, quoi. Après, comme je t'ai dit, c'est quelque chose, pour moi, je me documente vraiment depuis très peu de temps dessus. Le premier livre que j'ai lu là, c'était Françoise Vergès, justement. Et même moi, en fait, j'ai du mal avec le terme féministe. Je sais pas si un jour, j'ai du mal avec les étiquettes de façon générale, en fait. Parce que la seule étiquette que j'accepte, c'est anticolonialiste. Et pour moi, ça rentre dedans. Et si on se dit justement tous anticolonialistes, ben, on devrait traiter de ces questions-là. Mais au final, pour moi, ça n'a même pas d'importance, les mots. Je m'en fous. Je veux juste qu'on règle ces problèmes-là. Je veux juste que les frères fassent l'effort de décoloniser leur comportement, leur rapport avec les femmes. En fait, c'est ça, en fait. Après, que tu l'appelles, je m'en fous comment tu l'appelles, mais à nous se décoloniser, en fait.
Oui, mais le truc, c'est que j'étais dans la même, je pensais exactement comme toi, je me disais, mais en fait, on s'en fout, comment vous appelez ça. Et puis, le truc qui me dérangeait aux Antilles, c'est que si on commence à mettre des étiquettes, on doit en mettre beaucoup, quoi. Parce que si je dis que je suis féministe, faut que je dise que je suis anticapitaliste, faut que je dise que je suis anticolonialiste, faut que je dise que je suis anticoloriste, etc., etc. Et ce sont des choses qui, pour moi, vont tout ensemble à partir du moment où tu veux décoloniser un territoire. Mais le truc, c'est que notre définition n'est pas la définition générale et que certains, quand ils entendent décoloniser, ils entendent juste détruire la race, qu'il y a des personnes, nous, qui existent entre la race et le genre, en fait. Et moi, j'ai encore du mal à me dire juste féministe. Par contre, je vais me dire féministe décoloniale pour faire comprendre que, genre, on n'est pas dans on jette en fait le féminisme européen ou mainstream, mais de nos jours ici, je pense que c'est nécessaire, pas pour nous les femmes, mais pour les hommes, pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes de leur propre, de ce qu'ils ne voient pas en fait. Parce que malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que être une femme, c'est plus qu'être noire, c'est être une femme et être noire, et que Ou même, voilà. même parler du coup des femmes des autres groupes ethniques, qu'on arrête d'avoir les étiquettes qu'on peut avoir, comme la femme indienne, sorcière, aux femmes faciles, la chabine, toujours sexuellement appétissante, etc. Et d'ailleurs, en parlant justement de la femme, l'une des dernières questions qu'on voulait te poser, c'était notamment sur le colorisme. Parce qu'on sait que c'est un sujet dont tu as parlé, ou en tout cas beaucoup parlé. Il s'est avéré que dans nos recherches sur les femmes présentes dans les mouvements indépendantistes, les mouvements décoloniaux, anticoloniaux, on retrouvait beaucoup de personnes qui avaient en fait, qui étaient soit chabines, soit métisses, très peu de femmes noires, en tout cas couleur de peau foncée ou même venant d'autres ethnies. Et je sais pas trop comment tu te positionnes vis-à-vis de ça. Je me dis, est-ce que c'est parce que on en est encore à cette colonisation de qu'est-ce que ta couleur de peau peut te permettre de dire ou de faire, que finalement ces femmes, on les retrouve moins, ou en tout cas elles sont moins présentées. Je sais pas si t'as déjà une réflexion à ce sujet ou pas. Bah oui, puisque je pense que bon, le life skin privilege, tant qu'on sera dans Babylone, c'est quelque chose que moi, j'ai aucun pouvoir dessus en fait. C'est pas moi qui ai décidé de ces règles-là. Mais pourtant, je me rends bien compte que une sœur qui est dans le mouvement, qui s'appelle Siméline et qui mérite vraiment d'être entendue, qui elle est foncée de peau. En fait, les gens systématiquement vont prendre le temps de plus m'écouter moi. Parce qu'il y a ça, il y a le life skin privilege. Ben, en fait, toutes les deux, en fait, on mériterait d'être écoutées. Et même le fait que je pense que je sois la seule personne que voilà, tout le monde connaisse dans ce mouvement, alors qu'il y a d'autres femmes, ça joue, en fait. Et pour moi, tant qu'on restera régi dans ce système colonialiste-là, ce sont les règles du colonialisme, peu importe tous les efforts que moi je peux faire, en fait, pour dénoncer, ça restera tel quel, en fait. Pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment sortir de cette façon de penser, sortir de cette logique-là et abattre cette espèce de hiérarchisation des teintes et d'autres choses, en fait. Pour moi, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, comme tu dis, présent, que je constate moi-même en étant clair. Alors, selon toi, pour sortir de cette société, quel serait le premier pas? Je sais que tu as dit que tu veux juste, il faut qu'on fasse, mais Lisa et moi, on est totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans qui n'y sont pas encore. On peut pas, voilà. Quel serait, selon toi, le vrai premier pas de cette décolonisation Il y a Fanon qui disait qu'il fallait... Attends, excuse-moi, parce que il n'y avait pas d'eau et tu vois, l'eau est arrivée là, et le robinet est ouvert. Voilà, la vie des colonisés. Yo pas ni de l'eau, Corona qu'il a, mais c'est pas grave. L'eau est arrivée. Il n'y a pas de souci, on connaît la galère. On connaît. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, Fanon, il dit souvent de tuer le colon qu'il y a en nous. Je trouve que c'est très bien. Pour moi, le premier pas, c'est d'analyser cette société-là, de se rendre compte des privilèges qu'on a, de d'où est-ce qu'on est placé, en fait, et se déconstruire déjà soi-même. C'est la première chose. Et j'apprends même à le faire, en fait. Dans le mouvement, justement, dans lequel on est, alors autant les gens ne veulent pas traiter les questions de féminisme, de sexisme, etc.,
Mais il y a des homosexuels, en fait, qui sont là avec nous sur le terrain. Et pareil, on est en Martinique, donc j'imagine que tu connais un peu la mentalité. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, en fait. Et même moi, en fait, sur le terrain, j'insultais. Que l'homosexualité, c'est quelque chose que le colon a apporté. Donc, du coup, il y a des gens qui pensent que décoloniser, c'est aussi... Donc, oui, tout à fait. Je m'excuse d'avoir été interrompue, mais oui, non, tout à fait. Voilà. Mais en fait, l'oppression, quelle que soit sa forme, ça me pose problème, en fait. Et je peux pas... On peut pas crier contre l'oppression que les béquets nous font subir et puis après tu oppresses quelqu'un, en fait ça n'a pas de sens. Et mais même moi, en fait, du coup, je disais sur le terrain, j'ai dû me remettre en question parce que l'une de mes insultes préférées envers les gendarmes, c'était un mot qu'on utilise chez nous que je ne vais pas forcément dire, mais tu vois, il y a des gens sur le terrain qui nous ont dit tu vois, ça me pose problème et je me rends compte de la réaction que j'ai parce que quand on dit ça souvent aux gens, les gens refusent absolument de lâcher prise, en fait, de dire oui, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est notre culture, c'est machin. Et non, en fait, je peux trouver une autre insulte. En fait, il n'y a pas de problème, on peut. Et même si c'est gênant de se rendre compte que voilà, c'est gênant de dire ah ben merde, en fait, merde, de se rendre compte du rôle qu'on a eu d'être d'oppresseur, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en défaire. Donc, pour moi, comme je dis, voilà, je crois que notre question, le premier pas, c'est d'analyser cette société-là et de se rendre compte de la place qu'on occupe dans cette société et voilà, de faire le check ses privilèges, comme on dit, et puis d'agir en conséquence et voilà. De nous-mêmes, en fait, voir ce qu'on a intériorisé, parce que comme tu dis, l'insulte, bon, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas, je vois dans quel... voilà. Et c'est vrai que même nous, ici, la première insulte qu'on peut penser pour insulter, c'est celle qui ressemble à celle qu'on va pas dire et tu te rends compte qu'en fait c'est extrêmement gênant, donc totalement d'accord avec tuer le colon qu'il y a dans nos... Et c'est d'ailleurs de très belles paroles. On devrait s'en rappeler à chaque instant lorsqu'on va faire nos courses, lorsqu'on dit que les tomates Guadeloupe ou Martinique sont beaucoup trop chères, du coup on va prendre celles venant de je ne sais où, qu'on remette un peu de vitalité dans notre agriculture, qu'on comprenne en fait qu'on est capable de tout faire. Je veux dire, j'ai appris à faire de l'huile de coco. Ce n'est pas compliqué. Oh. Donc, tout le monde peut le faire. Je pense qu'en plus, avoir une démarche où on comprend que notre île est suffisante pour nous nourrir, des fois pour nous habiller, pour nous meubler. Bon, je dis pas on va aller raser toute la forêt en Martinique et en Guadeloupe, hein, ça c'est pas ce que je dis, mais tuer le colon, c'est vraiment tuer même la vision que l'on a de nos îles, de terres de misérables qu'on a souvent eu, qu'on a toujours, qui est d'ailleurs dans l'image coloniale qu'ont les Français France. C'était le petit mot de la fin, du coup, je sais pas si Jay, tu as quelque chose à dire, une dernière petite parole. Non, sinon que je m'attendais pas à ce qu'elle se prenne cette tournure. Mais je suis assez contente parce que je suis pas très présente sur les réseaux, comme je vous ai dit par rapport à tout ça. Et j'ai pas encore eu l'occasion de m'exprimer dessus, pas que moi d'ailleurs. Et on commence à peine à le faire. Donc il y a moi, il y a d'autres femmes aussi on va s'exprimer en fait, parce que décolonisation, c'est pas que le racisme, c'est pas que le chlordécone, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui nous oppressent et vous pouvez pas nous écouter seulement quand on parle des béquilles en fait. Non. Ouais. Écoutez-nous aussi quand on veut parler de nos expériences et de ce qui nous oppresse. Sinon, non, c'est pas la peine. On n'avancera pas sinon. Le combat se doit intersectionnel, sinon on n'avancera pas. Et moi, ça me fait du mal que ce soit toujours les femmes qui s'en rendent compte en premier, que ce soit toujours nous qui devons dire ok, genre on se bat et après, enfin bon, lisez des livres et des articles comme Kachayeko et puis tuez le colon dans vos têtes et puis après tout ira bien. On est une petite plateforme, mais on est là surtout on est à l'écoute des femmes et des personnes en fait, des femmes trans également. Donc, si à un moment donné, vous avez envie de revendiquer un message ou vous voulez utiliser notre plateforme, c'est avec grand plaisir qu'on vous la partage. On a besoin de créer une communauté soudée et puis ça commence par se partager ce genre de petite solidarité. Parfait, merci beaucoup Jay. On peut te trouver à Jay Hassani, Jay-8-du-bas. Est-ce que tu voudrais dire où on peut suivre et voir les actions du
les mouvements, les actions, sur plusieurs comptes ou un compte? Oui, vous pouvez suivre sur le compte de Chalicieuse, donc comme je vous dis, Chalicieuse. Il y a Anti-Anocide Chlordécone aussi. Il y a Rodi Rogue aussi, qui publie du contenu super intéressant. Il y a Ponoué, il y a tellement de pages. Mais ouais, si vous vous connectez pas, si vous suivez vous en êtes sur d'autres. Donc, ça va. Ouais. On pourra mettre ça en story. Comment ça s'appelle? Définitif. On va mettre ça. Highlight. Parfait. Ben, merci beaucoup et puis bonne journée. Vraiment pour le même fuseau. Donc, bonne fin de journée. C'était super. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Bon après-midi et j'espère que ça ira mieux et on te souhaite force et courage. Exact. On t'en toute la force et que des bonnes vibes, vraiment. Merci, Sarah. Merci, Post. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Femme Kachayeko. Facebook, Twitter, c'est le même nom. Si vous voulez nous envoyer un email avec un récit beaucoup plus long, c'est femmekachayeko@gmail.com. Vos deux hôtes, Mélissa, mel.mariva sur Instagram et solène.jpeg pour Solène. Et n'hésitez pas à nous noter. Très important. À chaque fois, j'oublie. N'hésitez pas à nous noter pour nous donner plus de visibilité et permettre au podcast de rayonner encore plus. Donc voilà. On se voit pour un prochain épisode et puis en attendant, on vous souhaite de bons moments, je sais pas. Une bonne journée. Voilà. Salut.